Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, épisode 117, pour parler de ce Grand Prix de France 2022 avec Ophélie qui était sur place. Comment ça va, Ophélie ? Salut Cyril, ça va super, je suis bien éclatée, bien fatiguée. Ouais. Et ça peut que aller après un week-end au monde. Et Steph, comment ça va, Steph ? Salut à tous, ça va très bien. Moi, je suis sur mon canapé, donc je suis moins fatigué. Ouais, puis t'as pas eu à sortir du camping et du circuit à pas d'heure. Non, c'est ça, il n'y a pas à dormir de la nuit. Le dimanche. On a vu des belles vidéos quand même du camping, hein, comme d'habitude, comme tous les ans. Ça avait l'air d'être assez sportif. Tu confirmes, Ophélie, ou pas ? Ouais, c'est Mad Max, comme dirait un copain, c'est Mad Max, le camping bleu là. C'est franchement d'année en année, ils me surprennent de plus en plus. C'est l'escalade ? Ouais, enfin là les bécanes, il y a des bécanes, je comprends pas encore comment elles repartent en étant encore utilisables. Bah, mais peut-être qu'elles repartent pas. Hein. Peut-être qu'elles restent là-bas. Eh ben, détrompe-toi, il y a des mecs qui repartent avec les bécanes avec lesquels ils ont lutté tout le week-end, ils changent de peau et ils les revendent derrière. Donc, c'est beau ça ? Enfin non, c'est pas beau. Ouais, t'as pas envie d'être celui qui la rachète, je crois. Ouais, c'est un petit peu ce que disait l'équipe de la boîte à clapet, de noter les numéros de plaques d'immatriculation. Eh ben, on va parler de ce week-end, donc, et c'est Chonchon qui va recevoir les goodies C'est qui en pôle, puisqu'elle a trouvé donc Bagnaia en pôle pour ce week-end. On va commencer par l'évolution donc de la du retrait qu'a engagé Suzuki. Dans le sens où il y a eu un communiqué officiel jeudi pour annoncer donc qu'ils allaient discuter avec la Dorna pour justement de trouver un terrain d'entente et des conditions pour se retirer de la catégorie Rennes, puisqu'ils sont engagés jusqu'en 2026 sur 2 emplacements de grille. Donc alors nous on en a déjà longuement parlé dans l'épisode précédent avec Ophélie. Steph, qu'est-ce que tu en dis ? C'est dommage pour la moto GP. Pour la compétition moto, c'est dommage que de dépenser autant d'argent et d'énergie pour s'en aller 4 ans à la fin du terme. Surtout que c'est des motos qui marchent bien. C'est des motos qui sont capables de jouer la gagne. Voilà, c'est bête. Mais bon, en temps de crise, apparemment, si voilà, ils vendent pas beaucoup de bécanes et qu'ils n'ont pas trop de retour sur investissement, ils ont préféré quitter la moto. Mais bon, c'est bête parce que ça fait un constructeur en moins. Ouais. Bon alors là, de toute façon, clairement, la discussion, elle va s'acter. Combien je paye pour partir ? Oui, voilà, va falloir trouver un terrain d'entente sur le retrait. Forcément, il va être en partie financier, et après, il faut trouver 2 motos de remplacement. Et le problème, c'est le délai, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver assez vite. Et bon, là, voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer, on va dire dans les prochains mois, quoi. Ophélie, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Ça reste encore flou quand même. Tant qu'on n'aura pas de décision définitive, je me fais pas trop d'espoir sur ce qui va se passer. Mais ouais, non, enfin, mon avis a pas trop changé comparé à ce que je disais la semaine dernière sur l'épisode. Mais c'est marrant parce que Suzuki, ils disent, tu vois, on sera plus l'année prochaine. Mais quand t'entends quand même les médias et la Dorna et tout, c'est plutôt du conditionnel en fait. Mais tout ça, même bizarre en fait pilotes, le discours. Le discours des uns et des autres. Même les pilotes, dans leur déclaration, t'as Rins qui disait si ça vient, va se confirmer. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est bizarre. Enfin, c'est pas marrant, mais voilà, c'est un peu paradoxal le discours et puis les sous-entendus. Il y a un petit changement donc de règlement moteur. Donc jusqu'à présent, ils avaient 7 moteurs par saison et par pilote, sauf les constructeurs sous concession qui étaient à 9. Donc quand cette règle a été décidée, donc la saison MotoGP comportait 19 courses, et donc là vu qu'on est monté à 21, donc il va y avoir un réajustement, c'est-à-dire que ce sera possible d'aller jusqu'à 8 moteurs par saison, 10 pour ceux qui ont des concessions. Et dès cette année, au vu des 21 courses au calendrier, donc le dernier moteur ne pouvant être ouvert qu'après la 19e course, c'est-à-dire que uniquement pour les 2 dernières. Voilà.
Bah, ça paraît un peu logique quand même. Bah ouais, c'est la base. Je t'avoue qu'en lisant le changement du règlement, dans ma tête, ça existait déjà, le fait qu'ils augmentaient le nombre de moteurs. Enfin, ça paraît logique. Si tu augmentes le nombre d'efforts, faut forcément augmenter le nombre de ressources. Donc c'est une décision assez cohérente pour moi. Et s'il n'y a pas la Finlande, ils reviennent en arrière ou ils gardent quand même les moteurs supplémentaires? C'est un petit peu pour ça qu'en fait ils ont mis des taquets, c'est-à-dire que t'as le droit, ils ont conservé la même limite de 7 moteurs pour 19 courses avec potentiellement un 8e sur les 2 dernières. Okay. C'est-à-dire que si t'as 2 courses qui sautent dans la saison, bah tu ne peux ouvrir que 7 moteurs jusqu'à la dernière course, donc jusqu'à la 19e. Par contre, dès que tu enclenches une 20e course, tu peux ressortir un 8e moteur. Je pense que de ce point de vue-là, le règlement est plutôt... C'est plutôt intelligent. Ouais, c'est plutôt intelligent pour une fois. Parce qu'on va parler d'une autre partie de règlement qui, pour le coup, est un petit peu plus bête, puisqu'il y a eu quand même une info qui est sortie après le Grand Prix précédent concernant la pression des pneus, puisque a priori, c'est pas même pas plus, c'est a priori. Il y avait des pilotes qui ont fait la totalité du Grand Prix avec une pression inférieure à la pression recommandée par Michelin. C'est même pas une recommandation, c'est une obligation technique comme c'est spécifié. Et il y a eu besoin quand même d'expliquer un petit peu les choses, puisque au début, donc le document qui est sorti spécifiait, donc pour ceux qui étaient OK, ça voulait dire, ils ont été obligés de l'expliquer, que plus de la moitié des tours avaient été effectués dans la tolérance de la pression recommandée par Michelin. Par contre, il y avait des pilotes qui étaient en KO et qui spécifiaient le nombre de tours qui étaient réalisés dans la plage. À savoir que donc Pecco, qui avait gagné, n'avait effectué aucun tour dans la recommandation de pression. Et là-dessus, il y a eu donc une précision de la part du directeur technique donc des Grands Prix, qui a surtout expliqué que il y avait 3 types de capteurs de pression différents utilisés en MotoGP, donc ils n'étaient pas tous aussi fiables les uns que les autres. Donc bref, pour 2022, on va rester comme ça, on va pas s'en occuper. Par contre, dès 2023, ils vont faire une uniformisation des capteurs de manière à pouvoir sanctionner derrière. Résultat, un bon gros bordel. En gros, il y a un point de règlement qui est spécifié, mais qui n'est pas du tout appliqué. Donc, je sais pas ce que vous en dites. Ouais, surtout que les pneus, c'est quand même important, quoi. C'est une pression qui n'est pas la même. Tu peux gagner quelques précieux dixièmes. Alors, petite précision, c'est surtout que le capteur avait été implémenté donc dans les jantes suite à un crash qu'avait subi Loris Baz la première année de Michelin. Ouais. Et donc en gros ils prennent des décisions donc de monitoring de la pression des pneus pour au final ne rien en faire. Et moi c'est ça qui m'étonne le plus. Pour moi, c'est encore un truc sur lequel ils ont fait l'autruche. C'est encore un point de règlement qu'ils ont mis. Ils ont dit, allez, on le met, on sait pas trop ce qu'on met dedans, mais on le met, c'est encore flou, et on va attendre que quelqu'un râle pour se poser la question de ce qu'on fait vraiment dessus. Donc, je trouve ça un peu con. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour 2023 et de la manière dont ça va influencer les courses, parce qu'au final, comme Stéphane disait, ta pression, elle change quand même pas mal de choses. Donc, est-ce que Pecco aurait gagné si sa pression était la même que tout le monde? C'est la question qu'on peut se poser, quoi. Qui plus est, Quartaro avait été purement et simplement déclassé pour 30 grammes d'écart quand il avait gagné le Grand Prix du Japon en Moto 2. Donc tu peux pas dire en MotoGP on ignore un peu le truc, on met la tête dans le sable. Par contre en Moto 2, Moto 3 on va sanctionner les pilotes qui font pas les choses correctement. C'est ça, ouais, c'est ça un petit peu l'imbroglio qui va devoir se dépatouiller. Bon, après de là à dire que Pecco aurait pas gagné, ça on peut pas le savoir, mais moi ça me gêne plus d'un point de vue équité, voilà. C'est, tu fixes une règle, tu fixes des précaux de pneus, tu les respectes, quoi. C'est la moindre des choses. Puis surtout que c'est spécifié comme ça dans le règlement, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres de pneus
Enfin, c'est pareil. Quand il y a eu un problème de grippe à Phillip Island il y a de ça quelques années, où ils ont dû obligatoirement faire un changement de pneus à mi-course. Enfin là, c'était plus facile à voir puisque c'était un maximum de tours autorisés pour les pilotes. Donc Marquez avait été exclu de la course pour avoir fait trop de tours. Bah voilà, enfin c'est le nombre de tours autorisés et la plage de pression réglementairement, c'est des paramètres d'utilisation des pneus. Ils sont expliqués exactement de la même manière. Donc dans un cas, effectivement, compter les tours c'est plus facile, mais dans un autre cas, enfin faut quand même. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à monitorer de manière fiable sur 24 motos la pression des pneus en 2022 quoi. Non, surtout qu'il y a on n'est pas en train de chercher la température d'un cratère sur la Lune quoi. Il y a beaucoup de catégories comme en super sport ou superbike. Les gens ils viennent relever les pressions de pneus, si c'est pas la bonne, t'es déclassé. Hein. Ils disent pas tiens on va légiférer pour que peut-être l'année prochaine on réfléchisse à sanctionner quelqu'un qui n'a pas la bonne pression. Ah non, il n'a pas la bonne pression, c'est comme ça. Alors, ce qui s'est passé avec Quartaro, puisque ça m'a poussé un petit peu à rechercher, c'est-à-dire qu'ils ont des capteurs sans contact. C'est-à-dire c'est des puces RFID, donc t'as pas besoin de faire une mesure de pression manuelle pour mesurer la pression du pneu, quoi. Et donc ils passent à côté. Et dans le cas de Quartaro, a priori, il était trop bas, donc ils l'ont mesuré à la main. Et là, il a été déclassé. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait pour Bagnaia, puisque Bagnaia n'a fait aucun tour avec une pression conforme. Donc à l'arrivée, ils avaient forcément l'info qu'il avait une pression non conforme. Donc tu mesures à la main avec le matériel qui va bien. Tu vas à la station F du coin, tu vas trouver un capteur, tu vas trouver ce qu'il faut, quoi. Et tu viens, tu fais la pression du temps, monsieur. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Enfin, et là, tu reviens 2 semaines après. Ouais, mais tu comprends, il y a des capteurs différents, machin, bidule. Non. Désolé, c'est la même règle pour tout le monde, quoi. Mais bon, enfin, je suis pas directeur de course non plus, quoi. Mais voilà. Enfin bon, ça m'a un petit peu énervé jeudi, quoi. Je pense que vous l'avez senti. Non, Félix, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, si, mais je me suis fait la réflexion en me disant Cyril, il est au taquet, il a envie de tous les. Non, pas tous, juste l'abruti qui me prend pour un con en me disant que c'est compliqué de mesurer une pression de pneu, quoi. Non. Oui, surtout qu'ils sont capables de développer quand même des trucs assez précis en MotoGP, donc la pression de pneu, ça devrait être le cadet de. C'est la base. Limite, c'est le stagiaire qui devrait s'en occuper, quoi. Donc, bon. Ouais, je sais pas, ils passent des châssis au contrôle technique tous les ans, ils sont censés contrôler des moteurs, et là, à l'arrivée d'un GP, on constate qu'il y a des pressions non conformes et on les mesure pas à la main, quoi. Non. On ouvre le champagne, le prosecco et tout, ouais, c'est gagné, et puis il faut attendre que ça fuite dans la presse pour que. On nous prend pour des cons. C'était un peu ce qui était dit au moment où c'est sorti, c'était que c'était un secret de polichinelle, tout le monde le savait, personne ne disait rien, oui. et ça allait très bien tout le monde comme ça, mais c'est pas équitable. Enfin, pour moi, tu peux pas dire à un mec, ok, vas-y, sur une course, t'as pas la pression de pneu, tu gagnes quand même. Voilà. Enfin, c'est compliqué, mais il faut que ce soit après les mêmes règles pour tout le monde, parce que la PECO est passée à travers. Et, enfin, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils mettent en place la publication des pressions des pneus jusqu'à la fin de l'année, à minima, pour qu'on sache qui en abuse parmi les constructeurs et ou les pilotes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une tendance à se remettre en conformité ou pas. Mais bon, enfin voilà, de toute façon, ils font leur tambouille, c'est assez fini comme ça, de toute façon, on fait notre tambouille, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, continuez à faire ce que vous voulez et puis vous ferez de la merde. Enfin, c'est mon point de vue assez tranché sur sur ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'on parle de la petite rumeur? La fameuse. Ouais, la fameuse. C'est toi qui l'as noté, Ophélie?
Ouais, c'est moi qui l'ai noté. La rumeur selon laquelle, d'après Sky Sport, Miller intéresserait KTM. C'est une rumeur qui est sortie il y a quelques jours. Comme je disais, avec le média Sky Sport qui aurait laissé sous-entendre que KTM s'intéresserait à Miller. Hervé Poncharal, si je dis pas de bêtises, a quand même pris le temps de répondre sur le sujet parce que forcément ça fait parler. Après, on rentre dans la saison des transactions et du mercato, donc évidemment que ça va un peu sortir de tous les côtés. Hervé Poncharal disait que lui, dans son team, il est déjà engagé avec Fernandez et Raoul et qu'il reste 14 courses, donc pour l'instant sa priorité c'est de s'occuper de ses pilotes actuels et que Miller montre pas forcément une envie de quitter Ducati, vu la manière dont quand il gagne les courses il rejoint son équipe avec joie bonheur et que de toute façon s'il avait vraiment envie de venir chez KTM il avait le numéro de Pete Beirer et que c'est lui qui prendrait la décision. Après Miller s'est pas exprimé en fait sur le sujet quasiment, mais c'est pas déconnant comme rumeur quand tu te doutes un peu que Miller là il a forcément chaud aux fesses parce que sur ce qu'on disait dans le dernier épisode, sa place d'officiel, on va pas se mentir, elle va pas être conservée, il y a des jeunes qui poussent chez Ducati. Après de là aller chez KTM, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si gagne au change parce que KTM c'est dur c'est ça. C'est dur, et puis aller dans une usine où en vrai c'est un peu des saucisses cette année les KTM à conduire, donc on y revient aux saucisses. J'ai adopté l'expression là, ça y est. Je vois ça. Mais pourquoi il irait chez KTM se prendre la tête sur une moto qui est pas performante quand il est chez Ducati, chez qui que ce soit le team officiel ou les teams satellites, tout fonctionne et on le voit encore ce week-end avec les positions au classement final. Donc c'est officiel et déclassé dans un team satellite, déjà tu prends un coup au moral. Alors dans ces cas-là, tu sais qu'ils ont plus besoin de toi, il vaut mieux qu'ils partent chez un autre constructeur. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand tu vois les deux prétendants au paquet de Miller, c'est Martin et Bastianini. Tu as quand même que Bastianini derrière, le mec il assure quoi. Ça fait que 2 ans qu'il est là, il a déjà gagné 3 courses. 3 courses. Ouais. Il a gagné la 3e. Ouais. Donc voilà quoi, il se bat pour le championnat. Miller non. Voilà, en plus Miller, il est italien, encore, donc il est pas loin, italien chez Ducati, voilà, il y a quand même pas mal de, les planètes semblent être alignées. Et donc c'est sûr que pour Miller, le mieux c'est qu'il parte tout simplement de Ducati et qu'il aille trouver un autre constructeur. Je sais pas, il y a 2 semaines il partait chez LCR, là c'est KTM. Mais c'est ça, là on rentre dans la période du mercato. Mais tout le monde est partout quoi. Il y a 2 semaines il y avait toujours Suzuki. Si je dis pas de bêtises, t'as aussi eu la rumeur comme quoi KTM s'intéresserait à Rins. Donc en fait KTM s'intéresse à tout le monde, mais ils ont personne chez eux pour l'instant. Oui, il faut attendre que tout ça s'officialise, on verra bien ce que ça va donner. On va parler un petit peu des Moto E, et je pense que ça va être très rapide puisque donc il y a eu 2 courses, Casadei et Okubo passent en Q2 et l'Italien prend la pole devant Egerter et Zanoni. Donc en course 1 le samedi, chute en début de course impliquant Forez et Torres. Casadei, Zanoni et Okubo s'échappent en tête de course. On a Alcoba qui chute au 2e tour. Zanoni recolle Casadei en tête et Egerter pousse pour remonter sur le podium derrière Okubo et va le passer dans la Dunlop. Donc devant, Zanoni va chuter dans le dernier virage alors qu'il était 2 en tentant de faire les freins à Casadei qui s'impose devant Egerter donc et Okubo. En course 2, donc Torres ne court pas suite à sa chute d'hier. On reprend les mêmes au départ. Casadei est devant Zanoni et Okubo. Egerter passant rapidement le pilote japonais pour la 3, enchaînant Zanoni le tour d'après pour la 2. Et le Suisse va prendre 4-5 tours pour recoller et passer dans le dernier tour pour s'imposer. Donc Casadei 2 et Canepa 3. Grosse lutte dans le dernier secteur, donc avec Zanoni et Granado qui font 4 et 5. Des courses, voilà, pas mieux qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire Egerter, il a fait une très belle 2e course. La première était un petit peu moins intéressante. Et donc au général, on a Egerter en tête avec 78 points devant Granado 70 et Casadei 61. Ophélie, en bord de piste, une Moto E, qu'est-ce que ça donne ?
Bah, tu me prends au piège avec la moto I à chaque fois. Mais Tu oui. sais que c'est vraiment la catégorie que j'aime pas. Hein. Bah oui, tu m'as dit que c'était nul. Ah ouais, non, mais vraiment, moi je m'ennuie devant la moto I, c'est un enfer. J'ai l'impression d'entendre des trottinettes se battre, quoi. T'étais juste là et t'entends juste des petits miaou et il se passe rien parce qu'elles ont pas de. Enfin, franchement, après pour le coup, je trouve que c'est une très mauvaise organisation de la part de la Dorna et de tous les organisateurs. C'est que quand t'es sur piste, ils mettent la moto après la moto GP. Et en fait, tu passes quand même d'un vacarme de malade et d'une puissance sur la piste à des mecs qui avancent pas, quoi. Ils se traînent avec leur charrette. C'est vrai que pour la promotion de la moto I, le mettre juste après le moto GP, peut pas faire mieux pour que le championnat quand même. C'est que à part les personnes qui ont envie de repartir tranquille du circuit, personne ne reste parce que t'es sur un circuit, que t'as envie de partir vite parce que tu sais que c'est le bordel sur la route, etc. Et du coup, il y a aucun public autour de la moto I. Et même pendant les essais, les qualifs, c'est le moment où les gens ils vont faire une pause pipi ou aller s'acheter un truc à manger. Donc vraiment, pour le coup, je trouve qu'il y a une manière de mettre en avant la moto I qui est pas ouf. Après, ça c'est aussi peut-être parce que je m'y retrouve pas dans la catégorie. Le seul point positif que j'ai eu ce week-end à la regarder du bord de la piste, du coup, c'est de voir le travail de sécurité de malade qu'il y a derrière cette catégorie. Enfin, en termes. Dès qu'il y en a un qui chute, c'est les pompiers. Non, mais c'est ça. Et puis même, tu passes. L'avantage de la moto I au Mans, c'est que tu peux voir les paddocks. Ils sont visibles. C'est juste à l'entrée des paddocks où tu vois tout. Et il y a un nombre de pompiers et de mecs spécialisés dans les risques électriques qui sont là. Enfin, c'est vraiment impressionnant à voir. Et tu vois que c'est quand même du taf. Et malheureusement, je trouve que c'est un taf que tu ressens pas en piste. Donc, à part ça et avoir pu croiser Maria Herrera, tu vois, c'est un peu le seul point positif que j'ai trouvé dans la moto I ce week-end. Ouais, elle galère un peu, la pilote espagnole. Ouais, c'était. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part le fait que peut-être qu'il va falloir qu'il trouve un truc pour rendre la moto I intéressant à un moment. Et pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas. Mettre un moteur thermique sur la moto. On va passer au Moto 3. Donc en Q1, ce sont Honshu, Felon, Bertelli et Rossi qui passent en Q2. Foggia partira de la pole devant Suzuki, Mazia, Morera, Tate et Mignot. Felon est 16e sur la grille, donc ça part pour 22 tours sous un ciel menaçant. Morera est bien parti et dès les premiers virages on voit quelques gouttes et il va y avoir une chute donc dans le dernier virage du circuit pour 5 pilotes, donc Garcia, Sasaki, Guevara, Mignot et Rossi et Olgado un petit peu plus loin donc dans le circuit, et directement donc on va sortir les drapeaux de changement d'adhérence et dans la foulée le drapeau rouge. Ça repart donc cette fois-ci sous le soleil pour 14 tours et c'est Foggia qui profite de sa pole. Morera réussit à nouveau son départ, donc Foggia va être bien calé dans sa roue et il va reprendre assez vite la tête devant son coéquipier Suzuki. Mazia, Garcia, Mignot, Honshu et Sasaki forment un groupe à 7, donc la tête de course va pas mal changer. Artigas va chuter à 3 tours de l'arrivée et Foggia, Mazia, Sasaki, Suzuki et Guevara entament le dernier tour en tête. Mazia s'impose devant Sasaki, Guevara, Foggia et Suzuki. Felon est 23e. Donc Garcia est en tête du championnat avec 112 points devant Mazia 95 et Foggia tout pareil. Donc, tu voulais nous parler du team BUE-SKX. Ouais, je me suis fait la réflexion ce week-end du coup en les voyant sur piste, parce qu'en fait la réalisation, il se passe tellement rien de leur côté que tu les vois quasiment jamais quand t'es devant ta télé. Mais ils sont tellement à la ramasse, c'est affligeant de les voir aussi loin et aussi lents sur la piste. Ana Carrasco, t'as l'impression qu'elle se promène. Elle est là, elle regarde le bord de piste, elle se dit c'est sympa, il fait beau ici, quoi. Il y a vraiment une bonne distance. J'ai pas regardé les chronos, mais t'as une distance. Elle est très loin. Non, mais c'est ça, quasiment. Et son coéquipier, il est 3 places au-dessus de lui, mais pareil, il est pas là, quoi. Et je me dis, pour un team qui est 100% payant et les mecs, du coup, sont là pour ces raisons, ça fait chier de payer pour faire ce genre de résultat. L'année dernière, il a plus de 32 secondes, quand même. Ouais, voilà. Oui, 32 secondes en Moto 3, ça commence à causer. Surtout sur 14 tours. Hein. Bah, c'est ça.
Et du coup, c'est la réflexion que je me suis fait ce week-end en voyant en course. Et je me suis dit, j'en jetterai un mot parce que pour une fois qu'on les voit rouler, on se rend plus compte de la chose. Et c'est les seuls que j'ai trouvé autant en galère sur tout le week-end au niveau des teams. Ah ouais? Ouais, parce que les autres, même si ils sont longs. Enfin, il y a toujours un moment où ils font un truc un peu cool, où ils s'en sortent, et eux de leur côté, ça me fait chier de le dire parce que je l'aime beaucoup, mais Carrasco, elle est aux fraises, quoi. Ah bah, oui, elle n'a pas les moyens de se défendre non plus, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Non, c'est ça. Et vu son passif et vu sa carrière, c'est dommage de l'avoir là. Et là, t'as l'impression, alors ça, je paraphrase totalement les copains de ce week-end, mais t'as l'impression que même avec une Moto 2, si elle avait une bécane de Moto 2 en Moto 3, elle arriverait pas à gagner, quoi. Donc c'est un peu dommage. Bah. Alors ça c'est pareil, on en a discuté un petit peu sur Twitter, j'ai échangé un petit peu avec d'autres personnes et après c'est pas parce qu'elle est en galère cette année qu'il faut l'enterrer. Enfin, personne lui enlèvera son titre. C'est une excellente pilote. Après, bon, elle est tombée dans la mauvaise équipe. Voilà. Après, c'est compliqué parce qu'elle va bientôt atteindre la limite d'âge du Moto 3, donc il va falloir aussi savoir rebondir. Donc, là, ça va être une bascule un petit peu plus compliquée pour elle, quoi. Après, bon, est-ce qu'elle aurait pu intérêt de rester plutôt en 300, faire son petit truc, peut-être en super sport plutôt que de taper le MotoGP, est-ce qu'elle a vraiment le niveau? En plus, de toute façon, faut tenter. Dans un team pas super compétitif, si en plus, bon, voilà, t'as pas le niveau du MotoGP, est-ce qu'il vaut pas mieux rester des fois dans une autre catégorie et se faire plus plaisir? Ouais. Ouais, puis à voir ce que ça donnera si elle décide de rester l'année prochaine ou pas, mais elle est déjà venue en Moto 3, ça ne l'a pas fait, elle est repartie, elle a gagné ailleurs, elle revient en Moto 3 en se disant peut-être que ça va fonctionner, et ça fonctionne toujours pas parce qu'elle a des gamins en face d'elle qui ne font que ça, qui progressent de ouf dans la catégorie, donc c'est ça. Parce que courir pour finir à 30 secondes et peut-être le temps dernier, bon, où est l'intérêt? C'est ça, et puis payer pour aller courir et finir à plus de 30 secondes, comme tu disais, du dernier, c'est quand même. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est gratifiant pour elle? Parce que on remet pas en cause le potentiel qu'il faut pour courir dans ces catégories, hein. Mais en termes d'ego, ça doit faire mal. On la voit quand tu vas un peu dans les paddocks de Mondial Superbike, elle était souvent avec Jonathan Rea en train de parler de réglage et tout. Là, je pense pas qu'elle aille parler avec Bagnaia, quoi. Ouais, mais bon, elle est chez Kawa, donc c'est un peu normal. Mais c'est quand même plus gratifiant, tu vois, d'être supporté par Ray ou des pilotes comme ça, même s'ils sont que en Mondial Superbike, plutôt que rester sur du MotoGP et puis faire se casser, quoi. Là, ton ego, il en prend un coup. Ouais. Qui est-ce qui voulait parler de Mazia? Qui voulait glisser un mot sur Mazia? C'est moi qui ai posé la petite note sur Mazia. Non, c'était simplement pour enfoncer le clou sur sa bonne course. Je l'ai trouvé très bon ce week-end et surtout en course, je l'ai trouvé très fort. Et je me faisais la réflexion sur le fait que je pense qu'il va trouver sa place en Moto 3 et que là, il se donne les moyens de gagner. Sachant qu'il est pas loin de Garcia au championnat, donc hâte de voir la suite et avoir votre ressenti sur sa course. Steph, je te laisse sur Mazia. Ouais, je trouve qu'il fait quand même une bonne course, une course solide. Mazia, il finit premier. Il est plus qu'à combien de points du leader? Ouais, il a 17 points. 17 points, c'est pas grand-chose. Il a égalité avec Foggia pour le coup, donc je pense qu'on a de quoi avoir entre les trois leaders de tête une bonne compétition jusqu'à la fin de la saison et un flou sur le potentiel champion. Bon, il a quand même, je te coupe, pardon, c'est vrai que sur les deux derniers virages, il va la chercher quand même sa victoire. Ouais, il fait le dernier tour est quand même assez impressionnant, où il s'en sort vraiment bien, quoi.
L'intérêt de la catégorie, moi je pense que Guevara peut aussi venir pour le titre. Il est pas très loin, il manque pas grand chose. Il faudrait, faudrait une petite remise en route de sa part pour accrocher de manière plus régulière. Mais moi je trouve que Guevara il est aussi bien. Je voudrais bien que Honshu fasse vite un podium aussi. Là il fait pas, il baisse un peu par rapport aux courses précédentes où il fait 5-4-4. Donc c'était des bons résultats. Là il décroche un petit peu. Après au championnat il y a un trou quoi. Donc je pense que Honshu ça va être dur pour lui de revenir pour la course au championnat, mais ça va jouer à 4 quoi. Ça devrait jouer à 4. Et puis de toute façon ça fait toujours des courses intéressantes. Là j'ai trouvé que le groupe de tête était un petit peu plus petit que d'habitude, c'est-à-dire que c'était entre 7 et 9. Mais bon ça restait une course, une belle course. Après je sais pas trop sur place comment vous avez ressenti vous la flotte. La pluie en début de course. Ouais. Alors moi pour le coup j'étais au garage vert quand il s'est mis à pleuvoir et vraiment on a eu 3 pauvres gouttes et au même moment il y a eu le drapeau rouge. Donc pour moi vu de l'extérieur, vu du bord de piste, ça a rien changé à la course. Sauf que pour le coup, vu que je ne sais pas comment ça se passait en termes de pluie, là où ils sont tombés et où la chute a provoqué le drapeau, mais pour moi, ils ont sorti, j'avais les trucs des drapeaux en face de moi, et ils ont sorti le drapeau pour indiquer qu'il se mettait à pleuvoir, et dans la foulée, drapeau rouge. Donc on n'a même pas revu les motos passer au moment où ça a commencé. Pour moi, ça n'a pas eu d'impact. Après, je ne sais pas ce qui s'en est dit au niveau du SPIC. J'ai pas revu la course Moto 3 en dehors d'hier. Donc, en fait, c'est surtout la chute, parce qu'ils doivent prendre les 5 une flaque, et donc ils finissent une flaque ou un patch de flotte, quoi. Mais ils finissent direct au bac. Hein, donc c'est surtout ça qui provoque l'arrêt de la course, à mon avis. Et puis vu que c'était le premier tour, qu'il n'y avait pas de blessés, pas de bobos, ils sont tous repassés au stand, et puis ils sont partis pour une course plus courte, et puis c'est parti quoi. Après la question se pose de décaler le départ et faire une course complète après avoir mis tout le monde en pluie avec un départ décalé de 20 minutes. Ça après c'est compliqué. Après c'est pas que tu décales s'il pleut pas vraiment. Quel intérêt aussi c'est ceux qui sont sur place qui décident de toute façon. Après c'est toujours pareil, si tu décales ça il faut décaler les autres, et tu sais des fois en termes de non tu décales pas, ça pose des problèmes. Je sais pas trop quelle est la bonne solution quoi. Pas tomber. Ouais, mais ça c'est ça avec Binder qui arrive. Et encore. Bon, on va parler de la course sieste. Donc, le Moto 2. Tu me réveilles après ? Ouais. Ce sont Dallaporta, Aldeguer, Ben Snyder et Navarro qui passent en Q2. Acosta se place en pôle devant Dixon, Fernandez, Loves et 4, Arenas 5, Alonso Lopez 6. Loves prend un bon high side donc en Q2 malgré son 4e temps. Alors, il pourra faire le warm-up. Mais il sera unfit pour la course. Donc là, je comprends pas comment est-ce que ils gèrent leurs examens médicaux sur les pilotes. Parce que la chute se passe le samedi. Il a le droit de rouler le dimanche matin, mais pas le dimanche après-midi. Donc là, partant de là, je dis chapeau. Je dis chapeau l'artiste. En course, donc ça part pour 25 tours. Donc les Ayos s'échappent avec Acosta et Fernandez. Aldeguer et Arbolino chutent dans le même virage. Dixon chute tôt également, mais va pouvoir repartir. Arenas et Lopez chutent également. Arenas était à l'inter et perd l'avant. Donc on regarde un petit peu plus loin et Chantra, Ogura sont 5 et 7. Acosta était en tête et va chuter. Donc laissant son coéquipier tranquille.
Et donc Canet s'est bien replacé à la deuxième, Beaubier est troisième, mais ils sont donc très détachés par rapport au peloton. On a Augusto Fernandez qui est en pleine démonstration, qui va compter 7 secondes d'avance. Chantra, Canet et Beaubier se battent pour les deuxième et troisième places sur le podium et ont 8 secondes d'avance sur le troisième groupe mené par Schroeter. On a Chantra qui va se louper et qui va s'auto-désigner volontaire pour la place du con, mais Beaubier va faire la même. Et donc, il va se retrouver sous la pression de Chantra, qui va le passer pour la troisième place. Au damier, on a donc Fernandez devant Canet, Chantra et Beaubier. Augura 5, Schroeter 6 et Vietti sauve les meubles avec une 8e place. Alors, il a longtemps navigué au-delà des points. Et finalement, il finit bien sa course pour ramener une 8e place. Donc, pas glorieuse, mais au vu de la physionomie de sa course, finalement, c'est bien payé. Au championnat, on a toujours Vietti en tête avec 108 points, Augura deuxième avec 92 et Canet troisième avec 89. Ophélie, qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette course ? Moi, j'étais au taquet derrière Acosta pendant cette course et tellement frustré qu'il chute. C'était vraiment pour moi ce week-end, il a montré, il a confirmé plutôt qu'il est vraiment à l'aise sur circuit et que il sait piloter une moto 2, qu'il a sa place dans la catégorie et qu'il va falloir se méfier de lui sur les prochaines courses et au moins la saison prochaine, parce que là il commence vraiment à prendre ses marques. Donc pour moi, c'est malgré la chute, c'est vraiment le gros point positif de cette course. Et mon point un peu mon flop du week-end, c'est Antonelli. Ouais. Parce que je trouve il met vraiment beaucoup de temps, un peu comme Rodrigo, à s'adapter à la catégorie. Après on sait qu'il a le talent et la capacité de le faire, mais bon, il n'a pas fini le premier tour hier, quoi. Donc ouais, c'est un peu déceptif pour moi. Et depuis le bord de la piste, ce qui m'a le plus marqué ce week-end, c'est Chantra et Ayogura. Vraiment, ils ont pas le temps, quoi. Ils sont là pour ils veulent se placer devant et ils y vont, ils attaquent. Comme Beaubier, vraiment les bagarres en tête en moto 2. Même si je râle en disant que c'est pas les courses les plus fun. À voir depuis le bord de piste, c'est vraiment impressionnant et surtout Canet, il envoie quand tu le vois rouler, c'est impressionnant. Il est hyper physique, Canet, quand même. Ouais, et puis en fait, quand tu le vois là rouler, tu te dirais pas, en l'occurrence dans le garage vert, c'est quand même un bon virage, quoi. Tu te dirais pas que le mec il sort d'une fracture, quoi. Mais de l'avoir en vrai, moi j'ai passé un bon moment. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'étais juste un peu déçue, comme je disais, pour Antonelli et pour Vietti. Je trouve ça dommage qu'il soit si loin parce qu'il est quand même en tête du championnat. Mais au-delà de ça, c'était assez cool à voir. Après, Loves, j'en ai parlé. Loves, là, sa saison, elle est foutue, là. 35 points en 4 DNF de suite, là, c'est bon. Fait 3 de suite. 4 de suite. C'est ouf, ouais. Beaucoup de déception pour Acosta parce qu'il était bien, hein. Et puis voilà. C'est un peu dommage, mais ça va finir par payer. Et puis il a le temps, faut qu'il prenne le temps. Et je pense que, comment dire, parce que Raúl Fernandez est en train de vivre en MotoGP, je pense que ça doit servir à des pilotes comme lui. C'est-à-dire se rendre compte qu'il faut peut-être pas, comment dire, faut peut-être pas s'engager trop vite avec des constructeurs, parce que après tu te retrouves en MotoGP coincé un petit peu avec un constructeur et ton année de rookie tu vas la passer en queue de peloton, quoi. Ouais. Donc il vaut peut-être mieux faire une première saison, on va dire vraiment de pur apprentissage, quitte à être performant en fin de saison quand t'as commencé à comprendre le fonctionnement du bousin. Parce que voilà, quoi. Moi je trouve que on va en arriver assez vite à KTM, mais là c'est compliqué, quoi. Ouais, après d'autres choses, on sait, après c'est des philosophies d'écurie, il n'y a pas que voilà. Ce qui s'est passé avec Raúl Fernandez l'an dernier, dans le style où lui il voulait rester en Moto 2 et KTM a dit non, tu montes en GP.
Mais bon, c'est pareil, on te dit tu montes en GP, puis tu dis non, et puis on te dit bah c'est aujourd'hui ou jamais, bah tu dis pas non en fait. C'est quand même les mecs qui font de la moto depuis qu'ils sont terminés pour être en moto GP, sinon voilà. Sinon t'en fais pas quoi. Ah, même chez KTM. Quand un gros constructeur te dit bon j'ai besoin de toi en moto GP quand t'es pilote de moto, tu peux pas refuser. C'est impossible. Ouais, je sais pas. Zarco l'a fait. Si tu refuses, tu sais que c'est fini pour toi. Bah non, c'est pas fini. Regarde, Zarco, c'est pas fini. Oui, Zarco, c'est l'éternel phénix. Non, mais Zarco, on lui a pas dit tu viens cette année ou ça s'est pas passé pareil. Bah, Zarco aussi, l'année de son premier titre, il a une proposition, elle lui convient pas, il reste en moto 2. Hein. Et l'année d'après, c'est Yamaha Tech 3 qui vient le chercher, là, il monte. Je trouve que après, c'est un gros pari. Hein. C'est-à-dire que si tu te plantes, effectivement, tu vas pas avoir deuxième fois la main tendue. Faut être Ouais. Moi, je peux comprendre après, tu vois, que les pilotes, qu'on leur fasse une proposition et qu'ils disent moi j'ai déjà un pied en MotoGP. Ouais. Parce qu'après, outre les résultats, c'est que après les teams ils se rendent compte aussi de comment tu travailles avec les ingés, même s'ils savent que c'est une moto difficile, mais ils vont voir comment tu la pilotes, tous les à côté qu'on voit pas forcément sur la piste, qui font que des fois tu peux être aussi. Les gens ils disent en fait c'est un super pilote, mais il a pas le matériel pour le prouver. Ah, t'as vu le Kwana? Oh putain, il est arrivé en MotoGP à la One Again et tout. C'était ingérable. Ingérable pour le gamin quoi. Enfin. Les connards, c'était suicidaire pour moi. Ils ont gâché le talent d'un pilote. Enfin, le mec, il serait resté 1 ou 2 années de plus dans les catégories inférieures. Il aurait eu beaucoup plus d'armes pour aller se battre en MotoGP. Et je pense que même mentalement, ça devait être compliqué pour lui. À l'inverse de Gardner et Fernandez, qui ont quand même un mental un mental plus fort, je pense, pour réussir à se débrouiller sans s'écraser et rencheminer de plus. Mais les Kwana, c'était suicidaire. Il n'y a même pas d'autre mot. Ouais, bon, enfin, après, chaque pilote voit midi à sa porte. C'est ça. Voilà. On passe au MotoGP ? Allez. Stéphane ? Allez. C'est parti. Alors, la MotoGP, donc, vont sortir du Q1 Jorge Martin et Joan Mir. En Q2, c'est Bagnaia qui réalise la pole position devant Jack Miller et Aleix Espargaro complète la première ligne. Fabio va s'élancer de la 4e place. Zarco réalise le 6e temps, mais se voit rétrograder de 3 places pour gêner son meilleur ami, Paul Espargaro. Le pilote Pramac s'élancera donc à la 9e place. Alors, la course, si on fait un résumé de course, ça va être duel fratricide entre Ducati. Ouais. Alors, c'est Bagnaia qui va réaliser le meilleur départ. Derrière, Fabio, lui, va se rater. Il va se retrouver 8e. Joan Zarco, quant à lui, finalement, va pas foirer son départ, puisque de 9e, il se retrouve 10e. Donc, forcément, on va dire qu'il va prendre un bon départ, lui. En tête de course, Bagnaia va rapidement doubler Jack Miller. Derrière, on a un groupe qui va être composé de Rins, Bastianini, Mir et Aleix Espargaro, qui vont partir à la chasse au Ducati. Au 3e tour, Rins va ouvrir le bal des chutes. Il perd le contrôle de sa Suzuki en voulant revenir sur la piste suite à un tout droit dans les graviers avant le virage Dunlop. Et retour en piste, lui, il va tomber sur la tête. Donc c'est un gros choc. En piste, donc avec un pneu avant médium contre soft pour Miller, Bagnaia va revenir rapidement sur l'Australien et le doubler dans le 4e tour. Derrière, on a Bastianini qui va pousser fort avec lui aussi un pneu avant médium. Il va doubler Jack Miller qui commence à être un peu en souffrance avec son pneu avant. Ça va être aux alentours de la mi-course. Pendant ce temps, Mir va également chuter au raccordement. Les 2 pilotes Suzuki vont être out. Fabio, lui, va profiter un peu de ses chutes pour revenir à la 5e place. Il va mettre la pression sur le pilote Aprilia, Aleix Espargaro, mais il va jamais réussir à trouver la puissance nécessaire pour le passer.
Johan Zarco, quant à lui, va remonter les positions pour se retrouver finalement 6e en réussissant à se débarrasser de Marc Marquez, Nakagami et Miguel Oliveira. Excusez du peu. Quand même, monsieur a doublé Marc Marquez et Nakagami. À 10 tours de l'arrivée, alors que Martin part au tapis, Bastianini va rattraper Bagnaia, qui comptait une demi-seconde d'avance sur le pilote numéro 23. À 7 tours de l'arrivée, le pilote Grezny va se débarrasser de l'officiel Ducati. Bastianini va rapidement prendre le large. Derrière, Bagnaia va tenter de récupérer son bien, mais va pour nous surconduire, mais pour lui juste avoir un défaut d'appréhension en fait du virage, et il va partir à la faute et va tomber. Bastianini va remporter ce Grand Prix du Mans devant Miller et Aleix Espargaro, qui finalement lui va réussir à contenir les attaques de Fabio pour s'adjuger la 3e place de cette course. Zarco va franchir la ligne d'arrivée à la 5e place. Au classement général, finalement Quartararo fait une bonne opération puisqu'il repart du Mans toujours leader du championnat avec 102 points. Aleix Espargaro à 98 points, Bastianini 94, Zarco lui est 6e avec 62 points. Beaucoup à dire quand même. Beaucoup à dire. Qui veut attaquer ? Ophélie, comment c'était sur place déjà ? Ah, c'était trop bien. C'est toujours, je trouve ça toujours particulier de voir les courses de Grand Prix depuis le bord de la piste. Même quand t'as l'impression qu'il se passe rien, il se passe quelque chose. C'était vraiment cool à voir. C'était fou de voir Bagnaia et Miller et Bastianini attaquer fort comme ça dès le début de la course. Bastianini vraiment il attaque vraiment fort et ça freine sale dans le virage du garage vert. Donc de mon point de vue de spectatrice extérieure, c'était ouf. Après le truc qui était assez dingue à voir, c'était les tentatives de Fabio de recoller à Espargaro, parce que ça en fait il le faisait à chaque fois qu'il arrivait au garage vert, et tu voyais qu'en fonction de la manière dont il prenait son virage et qu'il freinait, il était plus ou moins en galère pour le recoller, et qu'il avait pas le rythme pour suivre. Enfin, il avait le rythme, mais Espargaro était plus fort que lui, donc ouais, c'était assez impressionnant. Après le truc vraiment vraiment cool, c'était Zarco aussi. Enfin, cette course, il a quand même rattrapé des points avec le fait qu'il soit fait rétrograder sur la ligne de départ, et je pense que s'il avait pu partir au classement initial, il aurait été très fort aussi hier. Ouais, je pense que ça lui coûte cher les 3 places de pénalité. Ouais, c'est clair. Les Ducats étaient vraiment bien ce week-end. Je pense qu'elles ont vraiment apprécié la piste et la température. Et au-delà de ça, ça nous a quand même permis d'avoir une image assez exceptionnelle, je trouve, assez marquante, de Pecco qui marche dans les stands. Elle est vraiment moi vraiment cette image est vraiment marquante, parce que pour moi c'est un peu la représentation du début de sa saison, qui est un peu en train de dépérir. On va espérer que ça aille mieux, mais c'était cruel, hein. Ouais, tellement. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens, c'est Bagnaia. Alors, lui, il dit que c'est pas la pression, mais je veux dire, est-ce qu'il résiste quand même vraiment à la pression, parce que il se fait quand même rattraper par Bastianini, il le passe, il part, Bastianini part, il lui met presque une seconde déjà dans la vue au bout de 2 tours. Bagnaia se dit, ce mec-là, il va peut-être être mon coéquipier l'année prochaine en officiel Ducati. Bon, je pense que quand même sous son casque, il peut un peu bouillir. Tu crois ? Tu crois pas ? Bah bien sûr. Enfin, voilà. Et moi, c'est un peu ce que je retiendrai de ce Grand Prix. C'est vraiment la place d'armes en fait chez les Ducati. Je pense que, comme tu dis, Stéphane, il y a une certaine pression, et comme Bagnaia disait en interview, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'écouter,
il y avait Bastianini qui disait que Pecco aurait dit, alors c'est de la totale supposition vu que ça vient d'un autre pilote, mais que Pecco voudrait rester avec Miller dans le team officiel. J'ai vu ça parce qu'il était meilleur second, quoi. C'est ça, et du coup tu te dis est-ce que Pecco aurait pas chaud aux fesses entre guillemets en se disant que Bastianini est fort et que s'il vient il serait en mesure de le bouffer sur la piste, un peu comme ce qui s'est passé quand Fabio voulait monter avec Vignales. Mais est-ce qu'il met pas la pression aussi chez Ducati, dire attention les gars, hein, si vous le prenez lui, il risque d'avoir la guerre dans le box, que si vous gardez Miller, vous avez vu, on s'entend bien, les gars, c'est peut-être plus safe pour vous d'avoir Miller et moi dans l'équipe. Hein. Ouais, en même temps, c'est quand même, c'est un peu l'essence même du sport, la bagarre sur la piste. Donc, oui, je pense que c'est deux pilotes qui sont assez intelligents pour ne pas se faire la guerre en dehors, parce que Bastianini, il est un peu là, il gagne des courses, il fait sa vie, et il a jamais un mot plus haut que l'autre pour les autres pilotes, je trouve. Après, Pecco a l'air d'être un peu dans caméra. Ouais, mais du coup, c'est pas ce qui se passe dans le box après, parce que c'est pas parce qu'il est gentil devant que dans le box, ça met pas le foin. Hein. Laisse-moi avoir une bonne image de ce pilote, s'il te plaît. Ce sont des pilotes, c'est ça que je dis pas. Ce sont des pilotes. Hein. J'ai l'impression que c'est des pilotes qui sont plus en mesure de se la mettre sur la piste, et là, Pecco a pas trop su gérer sa frustration, j'ai l'impression. Ouais, et je pense qu'à mon avis, il doit mettre de la pression quand même indirectement. Je pense qu'à Ducati en disant attention les gars. Moi je suis bon, gardez Miller, et puis voilà, on a une ambiance sereine dans l'équipe, c'est pas mal quoi. Après Ducati, je pense qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas dupes, mais. Tu connais la peur n'évite pas le danger. Ouais. Là t'as beau avoir peur, effectivement. Enfin moi je pense pas qu'il ait peur d'avoir Bastianini en tant que coéquipier, hein, et que oui, il a dit ouais, je préfère avoir Miller. De toute façon, voilà, en ce moment, qui c'est qui gagne les courses, c'est Bastianini. Qui c'est qui est meilleur pilote Ducati, c'est Bastianini. Bastianini, il a rien à perdre. Il est dans la 3e équipe dans le giron italien. Il a tout à gagner. Il a déjà prouvé que il savait piloter. Déjà l'année dernière, c'était bien. Cette année, il confirme et il fait encore mieux. Donc, de toute façon, ça serait une erreur de le laisser en dehors de l'équipe officielle. Parce que c'est de toute façon... Après, voilà, on a fait que 7 courses, il en a gagné 3. Hein, donc... c'est toujours ça de gagner. Hein. Enfin, je veux dire, il est quand même 3... Ah bah oui. Il est quand même... il peut être champion du monde. Bah oui. Enfin, à l'heure actuelle... alors après... c'est aussi ce qu'a dit Bagnaia en fin de course. Enfin, ouais, après la course, il dit celle-là, il doit marquer 20 points. C'est-à-dire que il a mal réagi quand Bastianini le passe. Il doit assurer. Miller était quand même assez loin, il n'était pas menaçant, donc il pouvait assurer 20 points. Résultat, il fait 0 quoi. Donc quand tu joues le titre, tu peux pas faire ça. Là déjà le titre, avec deux chutes, déjà le titre, ça va être dur à aller chercher. Ouais, mais bon, après il suffit d'enchaîner, il peut se passer plein de choses devant. C'est toujours des points que t'as laissé en route. Hein. Bah ouais, là, il a 46 points de la main, hein, donc oui, Bagnaia il est loin, mais enfin voilà. Il peut rechuter encore Bagnaia. Ah bah oui, il peut rechuter, tout peut arriver, on est d'accord. Mais non, enfin moi ce que je pense, c'est que il faut prendre des points là où il y en a. Après, c'est ce qu'on disait aussi sur le Discord. Bagnaia, il a su, c'est ce que disait Pierre, il a su tenir tête à Marquez, mais il a su tenir tête à Marquez quand il n'était pas favori. Là, maintenant qu'il est favori, c'est lui qui craque. Faudrait pas que ce soit récurrent. Et puis voilà quoi. Là, il a déjà 46 points de retard, donc va falloir les rattraper à un moment donné quoi. C'est ça. Et pour finir sur Bastianini, c'est vrai que dans la lutte pour le deuxième baquet, parce que on va partir que Miller il sera plus chez Ducati, c'est sûr que par rapport à Martin, il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux pilotes. C'est ce que j'avais noté. Martin, c'est une déception depuis le début de saison. C'est catastrophique. Incroyable. Enfin, catastrophique, c'est pas le mot, mais c'est pas bon.
et il chute beaucoup trop, c'est pas assez régulier, ça va t'en gagner une, ça va chuter 3 fois de suite. Il force trop, ça se voit, il force trop pour faire un peu. Il surpilote. Il surpilote, il est en surpilotage comme l'était Crutchlow 80% des courses. Donc oui, il va t'en gagner une de temps en temps. Et puis 9 fois sur 10, ça va finir au bac. Ouais. Donc c'est pareil, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il veut faire. Mais de toute façon, le team manager de Pramac, il a bien dit, moi Zarco et Martin, moi je veux les garder. Hein. Zarco, je dirais pas que ça te garantit, mais ça te met quand même en bonne position pour faire un P6 au général sur l'année. Donc c'est quand même pas dégueu. Et puis Martin, tu peux en gagner une ou deux, quoi. Ouais, faut pas compter le budget pièce. Il coûte cher en poli, par contre. Il coûte cher en pièces. Voilà. C'est le défaut. Hein. C'est ça. J'ai un peu l'impression de me retrouver avec des pilotes, en l'occurrence pour Pecco et Martin, qui avaient vraiment les moyens de la jouer fort l'année dernière et qui du coup dès le début de saison veulent retrouver ce niveau et veulent retrouver ces bagarres qu'ils avaient, et du coup ils poussent trop et ça marche pas, quoi. Donc à voir ce que ça va donner pour la saison. Moi je me rassure un peu en me disant ils ont quand même les capacités de se battre et que la saison est plus longue, mais il va falloir se sortir les doigts maintenant et pas dans 10 courses, quoi. Ah, mais là déjà ta confiance elle prend un coup, hein. Quand tu chutes 2-3 fois, quand t'es loin de tes objectifs de début de saison, tu rames après. Ouais, c'est clair. Pecco pour le coup, il nous a fait une Rossi 2017 dans son virage là, et je pense que la confiance, il va lui falloir quelques jours pour la remettre. Ils ont tous rendu hommage à Rossi, hein, si tu vas par là ce week-end. Le pilote Suzuki, lui. En l'occurrence, Pecco, il est vraiment tombé dans le virage où Rossi se battait avec Vignales en 2017. Donc, c'est ça. Ça, c'est la VR46. Ouais. Ouais, d'ailleurs, en parlant de VR46, il y a Marini qui a fait une petite déclaration ce week-end par rapport à sa performance sur la Ducat, sur laquelle il disait qu'il se retrouvait un peu avec les mêmes problèmes que Petrucci avait sur la moto, c'est-à-dire sa taille et son poids, qui sont pas les plus adéquates pour la moto GP. À savoir si c'est une excuse qui se trouve ou si c'est la réalité, mais je trouvais ça intéressant comme discours. C'est des gabarits qui sont atypiques, hein, de toute façon. Enfin, Petrucci. Donc forcément, il y a un travail d'adaptation à faire et c'est pas facile. C'est clair. Ouais, de toute façon, c'est des gabarits qui sont compliqués. Petrucci, malgré son gabarit, il en a gagné quelques-unes, hein. Puis il a fait une belle carrière. Et pour le coup, Marini est plus grand que Petrucci, mais moins grand que Loris Baz. En l'occurrence, que Baz, il fait 1m90, 92, un truc comme ça. Et je sais que Marini, j'avais regardé, il fait 1m84. Il fait ma taille, mais je pense que je fais pas son poids. Tu fais pas du vélo toute la journée, toi? Hein? Tu fais pas du vélo toute la journée? Non. Non, je fais pas du vélo. Non, je veux pas dire ça, non. Quartararo 4, est-ce que ça sauve les meubles ou au contraire, est-ce que c'est bof? Qu'est-ce que vous en dites? Il a de la chance d'être 4. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. Parce que quand tu vois son intersaison où tu disais que il allait être dernier de chaque course, bon finalement il sauve les meubles. Ouais, il sauve les meubles de ouf. Parce que sans les chutes, il était loin. Ouais, c'est ce qu'il dit, sans les chutes, je fais P7, P8. Sans les chutes, je fais P8 et puis de toute façon je m'amuse pas et je peux pas attaquer et je peux doubler personne. Il avait l'air excessivement frustré dans ses déclarations de fin de course et même sur la piste. Enfin, d'un point de vue extérieur, de juste le voir rouler, tu sentais qu'il s'amusait pas. Tu sentais qu'il forçait, mais tout le week-end, pour moi, tout le week-end, il a forcé. Il était... alors ça, c'est la moto en l'occurrence, mais tellement à la ramasse à côté d'autres motos en termes de vitesse et de puissance. T'as l'impression que la bécane, ils ont oublié la moitié de la puissance au box par rapport aux autres, quoi. Après, aussi sur le Grand Prix du Mans, je pense que dans sa tête, il voulait faire le podium, même si c'était 3e, être sur le podium. Et je pense qu'il est encore plus frustré de ça.
Ah bah c'est ça, c'est ce qu'il s'est dit dans les discours de début de week-end aussi. Il faisait même des petites blagues au fils de Alex Espargaro en lui disant mon papa finit sur le podium mais derrière Fabio. Et en fait c'est pas du perdu. tout. Non. Et là, et en plus de ça, là il peut clairement voir la Aprilia parce que la deuxième on n'en parle pas mais comme une vraie menace donc je pense que ouais, son week-end devait être frustrant, surtout qu'il se retrouve maintenant avec 4 points d'Espargaro pour le championnat. Ouais. Qui lui cru qu'Alex Espargaro pourrait jouer le championnat? Ah mais moi j'y crois toujours pas. Hein. Non. Et pourtant. Alors, il n'y aurait pas Fabio, je trouverais cette histoire super belle, mais bon, comme il y a Fabio qui est devant, tu te dis, les chauvins, ça serait mieux que ce soit lui qui soit champion quand même. Après, tant bon pour lui, hein, pour Espargaro, mais est-ce qu'il va nous la jouer à l'avenir à pas faire de vraies victoires, d'autres victoires que ce qu'il a fait là en début de saison et juste la jouer à la régulière et marquer des points? Ouais. On verra. Après, si c'est pas Fabio et que ça pouvait être Bastianini, vu la remontada qu'il nous fait, c'est cool aussi. Oui, non, c'est sûr. Espargaro, c'est quand même sur les 3 dernières courses, 3e au qualif et 3e à l'arrivée, quoi. Donc c'est quand même irrégulier. C'est quand même un sérieux client. Et alors lui, il a passé son week-end à gueuler parce qu'il n'avait pas son contrat pour l'année prochaine. Ce que je peux comprendre aussi, mais c'est une manière assez particulière de se distinguer vis-à-vis de son employeur. Mais ouais, c'est quand même une sacrée perf qu'il est en train de faire. C'est un début de saison assez tonitruant, on va dire, parce que moi j'attendais une confirmation de la part des Aprilia, donc qui viennent soit de lui, soit de Viñales. Alors c'est tant mieux que ça vienne de lui, mais je l'attendais pas aussi forte, quoi, parce que quand même il pose des jalons assez forts. Et c'est vraiment intéressant parce que il tient tête à pas mal de pilotes et c'est quand même assez costaud ce qu'il réalise, quoi. Après ça a été, enfin, il était enroulé tout le week-end Espargaro, surtout sur je trouve qu'il fait ça depuis qu'il a gagné, il le fait encore plus, il le faisait déjà avant, mais sur les réseaux il met des cartouches aux autres sans les mentionner, c'est incroyable. Mais il est en passif-agressif mode 20 000 là. Les qualifs, enfin après il le dit lui-même, c'est qu'il cite personne et que ça laisse aux gens la possibilité de l'imagination et que c'est ce qui le fait marrer, mais quand t'as Marquez qui suce la roue de Fabio et derrière Espargaro, je pense que le mec il avait même pas enlevé sa combi, il était même pas changé, qu'il était déjà en train de tweeter des mecs, enfin des bonhommes en train de rire. Le mec il met des cartouches, il a pas le temps, quoi. Il a vraiment pris la confiance. Après c'est cool de le voir aussi à l'aise dans le paddock, hein, mais là c'est pas de la confiance, là c'est de la grosse tête, hein. Ah oui, clairement. C'est un Espargaro, on peut pas trop demander. On m'a demandé d'être gentil avec Espargaro ce week-end, donc ah bon, on m'a dit que je taclais trop Espargaro. Parce qu'après c'est pareil, tu peux tacler Marquez, mais bon, mon gars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marquez, il a été 8 fois champion du monde, il est super fort, et toi t'as jamais rien fait de ta vie, quoi. Donc, même carrière, hein. Donc tais-toi. Non mais en vrai, c'est facile de critiquer, de faire des tweets, mais vraiment fais la carrière qu'a eu l'autre, et après tu pourras rigoler et envoyer des pics derrière ton téléphone. Ah mais il n'y en a pas beaucoup qui pourraient tweeter alors. Ah bah oui. Donc c'est le tranquille à Sport Marquez. Nous on pourrait encore. Le seul qui aurait pu tweeter, il était à Manicourt, hein. C'est bon. C'est vrai. Avec son Audi. C'est vrai. Yamaha. Ouais, ça je me la garde puisque c'est moi qui à la cave. Tu veux t'énerver tout seul, hein? Tu veux t'énerver tout seul? Non, je vais pas m'énerver tout seul, mais là c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop puisqu'on a Darryn Binder donc qui est dernier à 1 minute, Dovizioso avant-dernier à 38 secondes et Morbidelli 15e à 30 secondes. C'est indécent. C'est vraiment gâcher des pneus et de l'essence pour pas grand chose, hein. Ouais. Parce qu'il faut quand même pas oublier que qu'est-ce qu'ils ont fait les KTM? Ils ont fini au moins ou... Les deux Tech 3 elles ont chuté. Ah ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas possible. Enfin
Après, ça a tourné un petit peu et c'est Pierre qui a fait le petit calcul. Si Fabio n'était pas là, il y aurait que 28 points pour Yamaha. Bon, après, voilà, c'est facile avec Desi de refaire le monde. Et ils ont Fabio, heureusement pour eux. Mais les trois autres, c'est une catastrophe, quoi. Après, l'ambiance chez RNF est pourrie de chez pourrie avec Dovi et le team manager qui s'en envoie pareil, mais par presse interposée, ça se taille sévère. Donc je pense que c'est peut-être pas la peine de continuer comme ça, quoi. Non, bah c'est Razlan qui disait que Deauville faisait penser à Rossi, c'est-à-dire que les mecs qui veulent être ingénieurs ou d'être pilotes. Ouais. Ils sont trop là à analyser la moto et puis ils disent non, mais faites comme les jeunes, tu montes sur la moto et tu cours. Bah, il en a un jeune qui monte sur la moto et qui court. C'est Binder, il a 1 minute. Donc. Mais il a pas 35 ans. Non, mais il est jeune, hein, il est jeune. Binder, mais il n'y arrive pas plus. Hein. Il est peut-être trop jeune, lui, par contre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit, Ophélie ? La situation chez Yamaha ? Je pense que Razlan, les tacles qu'il met, c'est facile de mettre des tacles quand tes motos, elles ont aucune puissance pour elles, en fait. Je pense que et c'est encore plus facile de tacler des mecs, de mettre des scuds à Rossi comme il l'a fait, alors que le mec, pardon, mais avec la carrière qu'il a, je pense que la responsabilité n'était pas seulement de son côté, et encore moins celle de Dovizioso, parce qu'on dirait ce qu'on veut, Dovizioso, même si c'est peut-être l'année de trop, il a quand même une carrière qui est pas dégueu. Mais Yamaha, j'ai l'impression que toutes les semaines on redit la même chose, c'est que c'est plus possible et que c'est presque honteux de pas se donner les moyens de faire quelque chose quand t'as le champion du monde dans ton team. Et après il me semble qu'il y a encore le gel du développement des moteurs et qu'ils sont un peu coincés. Mais je serais curieuse de savoir si en interne ils écoutent les pilotes et les demandes des pilotes. Parce que ça, c'est quand même leur gros problème chez Yamaha, c'est qu'ils font la sourde oreille et à chaque fois, les pilotes se plaignent qu'ils ne sont pas écoutés. Mais là, le problème, c'est que tu peux rien faire. C'est là, ils ont fourré la moto. Apparemment, le moteur il rentrait pas dans la bécane et du coup, c'est fini. La moto est foirée. Ils ont fait la moto les dernières un peu rafistolée. Et là, maintenant, il faut qu'ils se concentrent sur 2023, quoi. Ça fait des années qu'ils disent que la moto est foirée. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'ils sont foirés. Non, pas l'année dernière. Ah, l'année dernière, ils n'étaient pas totalement satisfaits non plus. Oui, mais bon. T'avais Fabio. C'est quand même une bonne moto. Ouais, mais à côté de Fabio, les autres faisaient pas grand-chose, quoi. Enfin, ils avaient personne. En même temps, je dis ça, mais il n'y avait pas d'autres pilotes Morbidelli. Et Vignales, on sait ce qu'il a fait. Et les deux autres, après, il y avait Rossi, il était vieux, et puis voilà. Tu parles trop mal. mais au-delà, peut-être l'année dernière, mais les années d'avant, c'était pas glorieux non plus. Et ils ont Non, par contre, les années d'avant, c'était toujours la moto de l'année n'est pas bonne, il faut revenir à la moto d'avant pour gagner des courses. C'est pas possible, arrêtez les gars. Mais c'est ça, c'est toujours leur raisonnement, et t'entendras toujours les pilotes chez Yamaha qui vont me dire je suis pas écouté, on m'écoute pas, on me laisse pas faire ce qu'il faut faire sur les réglages. Donc après, très peu de Yamaha, c'est toujours les mêmes personnes à la tête depuis trop d'années. Peut-être qu'il faudrait aussi faire un peu de ménage. Ouais. Est-ce qu'il faut pas racheter les Suzuki et ouvrir le moteur, voir comment et dire écoute, on les rachète là et notre Emma on la jette. Vu qu'elle roule plus fort que la Yam. Ouais. Possible. Hein. En tout cas, les Yamaha de voir Binder du coup, encore une fois, du bord de la piste, mais tu voyais Binder et derrière, t'avais Bastianini qui arrivait. Donc, le mec, vraiment, je pense qu'il a fait du repérage. Il s'est dit peut-être que l'année prochaine, je serai encore là. Du coup, je regarde où est-ce que je peux rouler, mais elle avançait pas, quoi. C'était un caddie. Il avait mis une pièce pour. Je pense qu'il était en fin de tour. Du coup, ça ralentit, ça tue. Ouais, pas glorieux. Bon, on va remettre ça dans 2 semaines, alors on aura les mêmes remarques sur. Puisqu'au Mugello, ça va être encore flamboyant pour les Yamaha, quoi. Tu prends les commentaires et tu les dupliques comme ça. Tu veux parler de la course de Zarco ? Ouais, on peut en parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a fait une course vraiment propre et que le voir en piste roulée, il attaque, il a pas le temps. Zarco, il y va, il réfléchit pas, et que ça lui a vraiment porté préjudice cette pénalité de partir 9e. Je pense que s'il n'était pas parti 9e, il se battait avec la tête. Après, j'ai pas regardé ses temps, j'avoue.
À un moment, il tournait en même temps que les leaders. Ouais, c'est ça. Il avait la capacité de se battre, en fait, et il s'est retrouvé bloqué dans le peloton derrière. Mais quand tu le vois dépasser, tu vois qu'il est très très fort sur la course, quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la petite question poditeur sur KTM ? Je crois que c'est Kevin qui avait posé une question. KTM, est-ce que c'est les motos ou est-ce que c'est les pilotes ? Donc, qu'est-ce que t'en dis sur KTM ? Est-ce qu'à ton avis, c'est un problème de moto ou de pilote ? Pour moi, c'est les deux. C'est plus la moto quand même, parce qu'on sait qu'Oliveira, c'est pas le plus fort, mais il est capable de gagner des courses, et là, il a du mal. Ouais, mais après, moi, quand je pense au KTM, j'englobe les rookies dans ma réflexion. Dans le fait où je pense que c'est les deux, parce qu'il y a un manque d'expérience et c'est une première saison, et que même si la moto c'est un peu une chèvre, ils arriveraient peut-être mieux à s'en sortir si c'était pas leur première année. Non, pas sûr. Je pense que le problème, c'est que KTM, ils sont trop sur leur truc, voilà, moto, châssis, machin, truc. Et ils ont pas su dire, écoute, notre solution, c'est peut-être pas la meilleure, elle marche pas forcément, on va peut-être faire quelque chose de plus conventionnel et du coup, qui marcherait mieux, et voilà. Et ils restent trop entêtés sur leur position technique. Ça me rappelle Ducati quand ils étaient avec Rossi. On va rester sur notre cadre, cadre. Ouais, bah. Le cadre acier. Non, ça marche pas. Si. Allez, on va rester dessus quand même. Et je trouve que c'est la même chose. Il y a 2 ans, ils avaient essayé un petit peu d'améliorer leur châssis et on avait vu que la moto avait fait un step en avant. Mais là, ils ont pas fait de nouvelles évolutions, ils ont pas repensé leur machine et ça patine, quoi. En fait, ils ont rattrapé un petit peu de leur retard surtout avec l'arrivée de Pedrosa. Je pense que ça a été très bénéfique. Ça leur a permis de se remettre au niveau, mais le truc, c'est que les autres s'arrêtent pas, quoi. Et eux, ils plafonnent. Et donc, forcément, tout le monde leur est passé devant, quoi. Donc là, ils sont en... Alors, je suis méchant quand je dis en queue de peloton, parce qu'il y a quand même les Yamaha qui sont avec eux. C'est plutôt sympa de la part de la marque japonaise de pas laisser KTM tout seul derrière. Mais je trouve que ce sont les deux constructeurs qui n'arrivent pas à passer le cap que les autres ont réussi à passer. C'est-à-dire même Aprilia. Hein. C'est-à-dire que voilà, Aprilia, ils ont peut-être qu'une seule moto qui joue régulièrement devant, mais c'est régulièrement devant. C'est top 5 régule. Là, Binder, il fait pas une course trop dégueulasse, mais c'est le seul, quoi. Et les autres chutes, c'est... Je sais plus qui c'est qui a dit ouais, ça serait bien qu'il y ait un orage, comme ça on rentrerait plus vite à la maison, ou je sais pas quoi, là. C'est... J'ai pas entendu ça. Et donc, si tu veux, quand on arrive à dire ça, voilà, ils arrivent pas à la régler, ça avance pas, puis voilà, quoi. Non, je pense qu'on a fait le tour de la MotoGP. Ouais. Moi, je serais curieuse juste de connaître dans la globalité, après notre débat, votre top et votre flop du week-end. T'en veux combien de top ? Tu veux combien de flop ? Un seul, c'est pas mal déjà. Top, c'est Bastianini. Ce qu'il fait après, en plus sa déclaration d'après-course, elle est assez intelligente, hein. Il dit voilà, et c'est un petit peu aussi, je crois que c'était sur le Discord où je disais lui joue sa carte, hein. Il est 2, il roule plus fort que Bagnaia, il remonte derrière, il raccroche le wagon, de toute façon c'est sûr qu'il va le bouffer, ça prendra le temps que ça prendra, mais il va le bouffer. Quand tu regardes la course du canap, c'est obligé. Sauf si Bagnaia sort un petit truc de la manche, mais c'est obligé. Et donc il le passe facilement, et puis derrière ça panique. Bastianini joue sa carte, hein. Je pense que de toute façon, voilà, quoi. Pour moi, c'est le meilleur pilote de ce week-end-là. C'est le meilleur pilote sur le début de saison, avec un Espargaro très très pas loin derrière, on va dire. Pour moi, c'est les deux pilotes qui sont écuries qui sont très en forme. Et je suis vraiment étonné de voir que une Ducati entre guillemets client, c'est-à-dire pas une Pramac ni une officielle, soit aussi performante que ça, quoi, avec un pilote qui n'est qu'à sa 2e saison.
Et voilà. C'est ce que tu vois, Espargaro, mine de rien, il a une grosse expérience. Bastianini, il a pas son expérience. Et il est performant et régulier. 3 victoires sur cette course. C'est quand même c'est plus qu'un signal d'alarme pour les équipes officielles et satellites Pramac. Oui, c'est clair. Après, en flop. En flop, non, en flop, c'est la générale Yamaha, quoi. C'est catastrophique et ça n'avance pas. Et en plus, ça se met des taquets. Donc, ça se met des taquets dans l'équipe satellite. Donc, je pense que partant de là, il y a encore 14 courses à faire, les gars. Donc, je pense que il faut réfléchir à un plan B pendant l'été. La mentalité a pas l'air dingue. Je dis, la mentalité a pas l'air dingue de se mettre des taquets en interne. On s'en passe, quoi. Bah, alors se mettre des taquets en interne, oui, mais pas dans la presse, quoi. Ça. C'est-à-dire, c'est d'une part c'est stérile, c'est stupide et ça fait que ressortir des. Ouais. Après ils sont grands, hein, ils assument. Hein. Après Dovi, je pense qu'il est bête, hein, parce qu'il sait de quel côté est le flingue, hein, donc. À faire des sorties comme ça, il sait que c'est lui qui va sauter, c'est pas Razan, hein, c'est lui qui a le pognon. Il s'en fiche, hein, sa dernière année. Il s'en fiche, bon, alors à ce compte-là, qui court pas. Je pense que Dovi, il est pas bête, puis Stéphane a raison, c'est sa dernière saison et il a plus rien à perdre. Il lui dira, t'as vu, c'est pas ma faute, et les autres, c'est nul. Oh, t'es méchant, là. C'est un pilote. Ouais, c'est vrai. Il veut sortir les têteurs et tu vas pas dire, ah non, c'est moi qui suis trop mauvais, enfin voilà. Normal, c'est toujours la faute des autres ou de la moto. Top flop, toi, Ophélie? Moi, mon top, c'est Zarco. Pour le coup, ouais, parce que partir 9ème, finir 5ème avec la bagarre qu'il a un peu eu derrière, pour moi, c'est une bonne course. C'est une bonne course. Il a fait un week-end pas trop dégueu, je trouve. Et puis surtout, on parle pas assez de Zarco. Vraiment, ça m'a rendu dingue tout le week-end en étant sur place. C'est Quarta, mais Zarco, il existe aussi et Zarco fait tout aussi bien. Donc ça fait pas de mal d'en parler et de noter que c'est quand même assez remarquable ce qu'il a fait de partir, d'aller à la bagarre et de finir 5ème avec des motos. Il est à 11 de la tête. Donc c'est pas dégueu quand même. Ouais, c'est pas loin. Hein. Et mon flop. Mon flop, c'est Martine. Martine, vraiment. Martine, c'est ma déception. Toi, c'est le flop et top du côté Pramac, mais purée, il est encore tombé, quoi. C'est bon, il faut se reprendre en main, Coco. À un moment donné, on en a déjà débattu, mais ouais, c'est mon flop. Et toi, Stéphane? Mon top, ce serait Bastianini, parce que pour tout ce qu'on a dit. Et moi, mon flop, c'est plutôt Bagnaia parce que il est prétendant au titre et puis encore une fois, il chute. Ah ouais, tu le vends prétendant au titre cette saison, toi? Ah, l'année dernière, en tout cas, en fin d'année, on avait tous dit, il fait une saison de malade. S'il continue comme ça l'année prochaine, c'est son année. Donc, effectivement, c'est pas son année pour l'instant. Ouais, ça peut encore bouger. Il y a encore beaucoup de courses. Hein. Oui, mais bon, en tout cas, il montre pas qu'il a les épaules pour être un potentiel champion du monde là sur cette année. Ah non, c'est clair. Enfin, tu vois, il fait quand même des bourdes, quoi. Il chute, il tient pas la tête de course. Enfin voilà, il est pas serein. Donc moi, c'est pour toutes ces raisons, je trouve que voilà, c'est pas, il est pas là où on l'attendait en tout cas. Non, mais je pense que et avec le matos qu'il a, je suis désolé, il est pas à sa place. Et donc encore une fois, je trouve que pour moi c'est le flop. Oui. Après, je pense que c'est le signal d'alarme, c'est le dernier signal d'alarme. C'est-à-dire que là, il reste 14 courses, faut plus chuter et il va falloir à un moment donné enquiller les podiums et 2-3 victoires de suite, quoi. Après, voilà, il y a le Mugello qui arrive, etc. Donc c'est des courses où ça devrait bien se passer pour les rouges, mais voilà. À mon avis, voilà, c'est le dernier joker, quoi. Après, voilà, il a déjà pas mal de retard. Il peut se passer aussi plein de choses devant. Oui, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, après, tu vous mettre devant que galérer pour rattraper. Sinon, après, tu commences ton championnat en septembre comme l'année dernière et tu finis trop tard. Voilà. Et tant pis. Dire en fin d'année, ouais, t'as tout réussi en fin d'année, l'année prochaine, tu seras champion. Et puis finalement, tu vas retomber dans ce cycle. Donc, pour moi, il n'a plus de joker.
Donc, on verra bien. Eh bien, on se dit donc à dans 2 semaines pour le prochain Grand Prix. Donc le Mugello, ça va être encore, il y a encore des bruits de tronçonneuses de l'autre côté des Alpes. Ça va être assez rigolo. Ophélie et Steph, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve donc sur le Twitter, sur la page Facebook, donc qui est pas très active, mais aussi sur notre Discord, donc qui est en lien dans l'épisode. Si vous voulez venir parler du MotoGP et des autres catégories avec nous, voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Ciao, Merci à tous. Salut. Bonne nuit. On se retrouve en direct du Mans autour d'une bière avec Kevin de la boîte à clapper. Et du coup, j'en profite pour vous partager la vie de Kevin ce week-end. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce début de week-end et qu'est-ce que tu attends de la course demain ? Déjà, bonjour Ophélie, comment ça va ? Ça va ? Ça va, merci. Ouais. Je suis très content d'être invité dans ce super podcast par le meilleur membre de ce podcast en plus. Très clairement, je fais la bise aux autres, mais il n'y a pas débat. Je vais tellement flex. Du coup, super week-end, beaucoup de monde dans les tribunes et autour du circuit. On n'a jamais vu ça, moi j'ai jamais vu ça. La course en elle-même, je pense que ça va être difficile pour Fabio. Je sais pas où est son rythme, mais en tout cas les 3 Ducati ont l'air très 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 rapides devant, Bagnaia, Miller, Martin. Je suis assez déçu que Zarco soit que entre guillemets 6ème après la pendule de ouf qu'il a claqué en FP3. Donc on va voir ça. J'espère qu'on aura une course disputée. J'ai peur que Bagnaia réussisse à s'échapper rapidement. Je le répète, ça dépend des rythmes. J'ai pas vu ce qu'avait réussi à faire Quartararo en FP4. En général, c'est là qu'il taffe très très fort. Je sais pas. J'espère que Quartararo va pas laisser Bagnaia s'échapper, qu'on va avoir une belle course, mais j'ai peu d'espoir. Merci. Et vraiment, tu viens de nous faire une analyse. Là, je m'attendais à un petit juste, on boit des bières, c'est cool, il fait beau. Et en fait, également. Donc voilà, vous pouvez retrouver Kevin sur la boîte à clapet. Ils font des blagues, ils sont marrants, c'est les copains. Donc c'était un plaisir de les retrouver. Et à très vite.